Les éditions Volume présentent La fièvre de l'or des conquistadors, le mythe de l'Eldorado. Écrit et lu par Fabrice Luis. Première partie. Prélude à une légende. Eldorado. Quel nom, plus que celui-là, aura jamais été chargé de mystère, de convoitise, de rêves fous? Quel autre mythe aura à ce point symbolisé les espérances les plus audacieuses de l'homme, quand il s'agit de puissance, de gloire, de paradis perdu? Eldorado, symbole incontesté du but ultime à atteindre, synonyme de richesse et donc de pouvoir. Ce mot espagnol catalyse à lui seul l'éternelle quête de grandeur qui berce l'inconscient collectif. Mais une légende, aussi belle et improbable soit-elle, trouve toujours ses origines dans un certain fond de réalité, ou du moins prend ses racines dans des lieux et dans des faits propres à enflammer l'imaginaire. Nous allons donc ici essayer de retracer les origines du mythe de l'Eldorado, voir quand et comment il est apparu, mais aussi ce qu'il désigne et pourquoi il perdure à travers les siècles. Tout commence dans une période d'effervescence sans pareille, à savoir la découverte du Nouveau Monde et le début des grandes expéditions maritimes espagnoles et portugaises qui marquent la fin du XVe siècle et le début du XVIe. Bien sûr, le personnage emblématique de cette époque reste Christophe Colomb. Mais il ne faut pas oublier qu'il y eut avant lui des prédécesseurs qui ont ouvert certaines voies, et après lui, des successeurs qui se sont lancés dans des expéditions visant à élargir les avoirs de la couronne hispanique. Revenons au 12 octobre 1492. Christophe Colomb, ce vendredi-là, pose le pied aux îles Bahamas, ignorant de quelle terre il s'agit. N'oublions pas que son désir le plus cher est de rallier les Indes par voie maritime, et qu'il n'imagine pas un seul instant que sa découverte va transformer l'idée que l'on a du monde. Dans les semaines qui suivirent, il explore les îles Caraïbes d'alentour. Cuba d'abord, puis Saint-Domingue, qu'il baptise Hispaniola, ignorant encore qu'au-delà de cet archipel se cache un continent. Durant cette première expédition, Christophe Colomb se contentera d'explorer ce chapelet d'îles et reviendra en Espagne au bout de quelques mois seulement, avec dans ses bagages une poignée d'indigènes, nommés mal à propos indiens, puisque l'on pensait avoir peut-être découvert l'autre versant de l'Inde. Il voulait ainsi prouver qu'il était tombé sur de nouvelles populations. Il ramena également divers objets issus de ces îles pour démontrer à la cour espagnole qu'il avait bien découvert de nouvelles terres. Reçu triomphalement à son retour et nommé vice-roi des régions découvertes, il n'aura de cesse, dans les années qui suivirent, de faire des allers-retours, de préparer d'autres expéditions. C'est ainsi que son deuxième voyage lui fera découvrir les petites Antilles. Ce n'est qu'à sa troisième traversée, Europe-Caraïbes, qu'il abordera enfin le continent par l'actuel Venezuela, au nord de l'Amérique du Sud, à l'embouchure du fleuve Orinoco, l'Orénoque, qui se jette dans l'Atlantique. Cependant, Colomb lui-même ne sait pas, au moment de la découvrir, ce que cache exactement cette région, ni même si elle ne serait pas une île plus grande que les autres. Lors de son quatrième voyage, il abordera une nouvelle fois sur le continent, au Panama, mais là encore, il ne sait rien de cette terre sur laquelle il est. C'est un commerçant venu d'Italie, né à Florence, qu'il reviendra plus tard de donner son nom à ce nouveau continent. Il se nomme
Amerigo Vespucci et laissera dans l'histoire le nom d'America, dérivé de son prénom, l'Amérique. Vespucci, commerçant et négociant florentin, fait la connaissance de Christophe Colomb lors du retour triomphal de ce dernier au terme de son premier voyage. Vespucci est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un homme d'affaires. Il exerce ses talents dans la péninsule ibérique, en Andalousie, région où les échanges avec d'autres pays de l'actuelle Europe sont florissants et où, notamment, la famille Médicis commerce beaucoup. Les relations entre Vespucci et Christophe Colomb, essentiellement commerciales au début, vont vite devenir des relations de confiance et d'amitié. Vespucci affrètera, entre autres, la deuxième expédition de Colomb, partie de Cadix le 25 septembre 1493, à savoir moins d'un an après sa découverte des Bahamas. Vespucci armera différents navires dans les années qui suivirent. On sait assez peu de choses sur les voyages qu'il fit véritablement lui-même, car on a peu d'éléments qui s'y rapportent, hormis les lettres écrites de sa main. Dans l'une d'elles, appelée Mundus Novus, datée de mai 1503, il dit avoir quitté Lisbonne 2 ans auparavant, le 14 mai 1501, sous pavillon portugais, et être passé par le Cap-Vert pour ensuite mettre les voiles vers l'ouest et toucher la terre ferme, le Nouveau Monde.